Alors néanmoins, on va essayer de profiter de cette situation pour faire preuve à la fois de clémence et en même temps faire une petite introduction à l'agrégation des risques en présence de corrélation. En comparant deux systèmes, deux structures de corrélation, le modèle indépendant, où les gains, par exemple, le point bonus des étudiants indépendants, et le modèle 100% corrélé, qu'on appelle comonotone, dans lequel le destin de tous les étudiants sélectionnés est commun, c'est-à-dire que soit tous les étudiants ont des points en plus, soit aucun. Donc, il faut maintenant qu'on essaye de déterminer quelle colonne va être la plus éligible à ce lot de consolation aléatoire. Alors, on va déjà essayer de déterminer les réponses qui sont justes. Alors, pour la première colonne, je vais vous expliquer comment je fais quand je n'ai pas le temps de corriger vos copies et de réfléchir à la correction moi-même. Je prends 6 copies et je regarde la réponse qui revient le plus souvent. Et ça, l'avantage, c'est que mes enfants peuvent le faire, déléguer sans problème à quelqu'un qui connaît. Donc, cette méthode semble montrer que cette réponse soit la bonne, puisque c'est la réponse la plus fréquente. Et en fait, bon, c'était évidemment une blague, hein, je prends sérieusement. Mais effectivement, cette réponse est juste. Celle-là non, puisqu'elle n'est pas tout à fait simplifiée. Voilà. Bon, celle-ci, là, c'est quand même inutilement, c'est vraiment pas simplifié. Ensuite, pour la deuxième. Pour la deuxième, effectivement, il suffit d'exprimer la probabilité que V soit plus petit que V, c'est petit v, et de retrancher la probabilité jointe que V soit plus petit que V, plus petit que V. Donc ça fait bien V moins C de V. Donc c'est juste pour ces trois colonnes. Et la première. Et ensuite, la troisième, donc là ce qui est intéressant, c'est que la troisième, elle ne fait pas intervenir les V, mais elle fait intervenir les variables X et Y. Et ce que vous voyez en fait, c'est que quand on regarde le fait de dépasser son temps de fil, eh bien, c'est des propriétés qu'on peut réécrire comme étant P de U plus grand que 98%, et sachant que V est plus grand que 98%. Tout simplement par le changement de variable x égale fx-1 de U, qui permet, quand on a des transformations croissantes continues, de faire ça. Et donc là, évidemment, ce à quoi il fallait faire attention, c'était qu'il fallait que les lois soient continues ici. Si j'avais mis une loi binomiale, par exemple, ça aurait foiré. Et dès l'instant que les lois sont continues, eh bien, on voit que cette expression, elle ne fait plus intervenir les lois marginales, elle ne fait intervenir que la structure de corrélation entre les deux, que la copie. D'accord? Et donc, a priori, cette réponse est juste. Donc il y a plusieurs manières de l'écrire, évidemment, mais on peut considérer légitimement que c'est la méthode la plus simple. Alors, bon, le 76, on peut considérer que c'est faux, je pense, parce qu'on cherchait une probabilité. Ensuite, parmi les différentes formules, laquelle
laquelle semble la plus juste? Bah, il y en a une qui revient 2 fois et une autre qui revient 2 fois. Donc là ici, ce qui se passe, c'est que U3 et U4 sont complètement indépendants du reste, donc ils n'ont aucun impact sur ce qui se passe pour U1. Donc cette probabilité, c'est la même. Que cette probabilité-là. Et donc ensuite, eh bien là, on pouvait réutiliser la question numéro 2, puisque ça ressemble beaucoup à la question numéro 2, sauf qu'il y a un sachant que, et donc il faut bien diviser par la deuxième variable. Donc là, ici, les deux formules sont. Et puis ensuite vient la dernière question. Donc là, c'est la probabilité jointe que toutes les variables soient plus grandes que quelque chose. Et ici, on a l'indépendance du couple U1-U2 avec le reste des variables. Donc du coup, la première chose qu'on fait, c'est de dire, OK, je peux faire le produit des probabilités. Et pour la deuxième partie, comme en plus U3 et U4 sont indépendantes entre elles, ça me donne le produit des probabilités. Et donc, ici, j'ai bien 1 moins U3, 1 moins U4, plus fois la probabilité qu'on avait plus ou moins déjà calculée ici, mais sans le conditionnement, avec un et. Donc cette formule-là est juste, a priori. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Et celle-ci n'est pas juste, puisque malheureusement, il y a un petit 3 ici au lieu du 1. Qui fait qu'il y aura moins de regrets par rapport à des passages d'Arthur. Donc celui-là, d'ailleurs, est sujet à caution, évidemment, parce qu'il y a eu des passages. Voilà. Donc, on se retrouve avec une première colonne qui n'a que 3 justes, la colonne 2 qui en a 4 de justes et 1 de complètement faux, la colonne 3 de justes, la colonne 4 fausse, la colonne 5, 4 justes, dont un peu litigieux, mais pas sur la formule, sur le nom, et un autre presque juste, mais avec une erreur d'un 3 à la place du 1, et la dernière avec 4 justes sans discussion. Donc, de mon point de vue, il faut décider entre la colonne 2, la colonne 5 et la colonne 6, puisque la colonne 2 et la colonne 6 ont 4 réponses justes, et la colonne 5 a presque tout bon, mais il y a un 1 qui manque et il y a un petit effacement. Donc, on va procéder déjà par un vote. Donc, qui vote pour la colonne 2, levez la main. Ok. Qui vote pour la colonne 5? Qui vote pour la colonne 6? Donc, c'est la colonne 2 qui a le plus de votes. Donc, la colonne 2, est-ce que vous pouvez lever la main, là, les 5 personnes pour les... Alors, donc, tous les 5, il faut que vous preniez une décision.
vous avez pas tout juste. Donc je ne peux pas vous donner les points avec probabilité 1. Je vais donc vous donner les points avec probabilité 0,4. Donc, première possibilité, on fait un seul tirage. Et si le tirage nous est favorable, dans ce cas-là, tout le monde a les points. Donc vous avez du coup 10 points à vous répartir ou à répartir avec d'autres gens. Soit ça vous est défavorable et vous n'avez rien, ou alors vous pouvez réduire votre risque et choisir de faire un tirage individuel, c'est-à-dire que chacun ou chacune a un tirage indépendant et ça ne vous empêche pas de partager ensuite les gains si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Ah oui. Donc la moyenne des gains est la même. C'est 10 points avec proba 0,4, mais vous avez plus ou moins de variance. Donc ça veut dire un tirage pour tout le monde. D'accord. Alors, on va donc demander, comme c'est vous qui avez imposé le choix à Briac, je vais donc demander à Briac le choix d'un nombre θ. Donc, je vais faire aléa dans Excel. Et si le résultat est entre θ et θ plus 0,4, allez, je suis sympa, je ferme l'intervalle. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez gagné. Et sinon, non. Alors, Briac, qu'est-ce que tu choisis comme θ? Non, non, c'est toi qui choisis là, tu sais pas comment c'est. Alors 0,2. Prends combien? 0,4. 0,4. Bon, c'est un bon choix. J'espérais que tu prennes 0,8 pour qu'on rigole un peu. Ouais, 0,9, ça aurait été bien. Alors, on y va directement ou vous voulez un coup pour voir? Direct? Allez, c'est parti. Oh, bah non, je peux pas zoomer. Je zoome, je pense qu'il faut que je zoome avant. Alors, on va quand même en faire d'autres pour voir combien vous auriez gagné si vous avez choisi les risques. Évidemment, ça a recalculé à chaque fois. Alors, si on avait fait maintenant ce tirage-là, ça aurait fait donc
et ça aurait fait plus que 0. Voilà. Bon, donc on va continuer. Donc on va reprendre sur les slides. Je vous montre maintenant la densité de copules cubiques. Alors, cette copule, elle n'a absolument aucune utilité en assurance finance, elle ne sert à rien. Elle sert juste à vous montrer que les densités de copules peuvent prendre des formes diverses et variées. Donc là en particulier, vous voyez que selon le paramètre de la copule cubique, vous pouvez avoir des formes de densité qui sont soit plates, donc ça correspond au cas indépendant en bas à droite, soit présenter des formes diverses et variées qui ne sont pas forcément des formes de dépendance purement positives ou purement négatives. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire le lien entre la densité de la copule qui est en haut à gauche et le graphe de droite qui est le graphe du nuage de points d'une simulation, d'une réalisation du couple UV de 1000 points sur le graphique de droite. Donc vous voyez qu'à chaque fois que la densité rebique, eh bien vous avez un amas de points. Ici, par exemple. Dans les exposés, on va voir également la copule de Clayton. Cette copule de Clayton, elle présente une asymétrie, puisque vous voyez qu'elle a un pic très prononcé au-dessus de 0,0. Et c'est l'occasion de voir ici les lignes de niveau de la densité de la copule. Donc ça, il faut être capable de lire ces graphiques de droite. Ça ressemble aux cartes IGN si vous faites du VTT ou de la randonnée. Vous savez que si votre chemin traverse plein de lignes de niveau resserrées, c'est que ça va descendre très fort, monter très fort. Et bien là, c'est à peu près pareil. Vous voyez que ici, vous avez un pic en bas à gauche, et ici, vous avez des lignes de niveau très resserrées. Donc ça, il faut être capable de lire également ces lignes de niveau. On va retrouver ces notions de lignes de niveau de la densité dans le premier exposé qui parlera de copules gaussiennes, et pour lesquelles, non pas la copule, mais les vecteurs gaussiens ont une densité dite elliptique, c'est-à-dire que les lignes de niveau de la densité des vecteurs gaussiens vont former des ellipses. Voilà. Et ici, vous voyez un paramètre de la copule de Clayton plus élevé qui vous donne une crête plus prononcée et un pic plus prononcé. Donc, pour terminer cette partie sur les corrélations, ce qu'on a vu, c'est que ce théorème de Sklar était particulièrement concret, c'est-à-dire qu'avec la formule bleue, eh bien, avec des notations légèrement différentes de celles que j'ai utilisées au tableau, eh bien, on est capable d'exprimer la copule à partir de la fonction de répartition jointe composée avec les fonctions de répartition marginale inverse. Et puis, on a la proposition dont j'ai déjà parlé. Si jamais j'ai des fonctions croissantes que j'applique à mes marginales, eh bien, dans ce cas-là, je préserve la structure de corrélation, je préserve la copule. Alors, pour terminer cette partie, je vous montre. Ouais. C'est comment on fait pour définir les sens de la corrélation avec le graphe des amis? Comment on fait pour déterminer le sens de la corrélation juste avec le graphe des copules? Alors,
Là, ici, vous voyez un nuage de points où il y a clairement de la corrélation positive, puisque vous avez une concentration le long de la première bisectrice. Je peux même augmenter cette concentration en augmentant le paramètre de la copule gaussienne là, qui est derrière le modèle. Et dans ce cas-là, je vais avoir des points qui se rapprochent de plus en plus de la droite d'équation U égale V. Donc quand je suis dans cette situation-là, qui peut être légèrement plus nuancée, hein, là ici vous voyez une corrélation positive mais moins forte, eh bien dans ce cas-là, je peux interpréter mon graphe en disant que j'ai une corrélation positive. Si maintenant je mets un signe moins, eh bien, là aussi, je peux interpréter le graphique aisément en sachant que j'ai une dépendance négative. Si je rends la corrélation très négative, j'obtiens quelque chose qu'on appelle la copule anti-monotone, c'est-à-dire la corrélation moins 100%, si jamais j'allais jusqu'à moins 100%. Et puis, il y a des cas plus difficiles à lire. Donc là, ici, j'ai mis une corrélation légèrement positive, mais vous voyez qu'à l'œil nu, c'est pas si facile de le voir. On peut le voir, mais on peut aussi le rater. On peut voir ici qu'en bas à droite et en haut à gauche, c'est un petit peu moins peuplé que dans les autres points. Néanmoins, c'est pas tout à fait ça. Et si maintenant je mets le cas indépendant, et bien là, cette fois-ci, je n'ai plus de motif. Ok, donc ça, c'est le cas indépendant. Et ce qu'il faut être capable de lire, c'est ce type de corrélation qui est positive, mais pas complètement extrême. Ça, c'est le cas particulier de certaines copules, comme la copule gaussienne, où on l'a vu là comme la copule de Clayton, qui a une certaine forme. Maintenant, si je reviens sur les slides, vous voyez qu'avec ce nuage de points bleus en haut à gauche, qui était la copule de Clayton, l'interprétation était moins aisée, puisque j'avais à la fois de la dépendance positive qui semblait dominer, mais j'avais un petit peu de dépendance négative aussi qui semblait s'imposer. Donc parfois, on a un mélange des deux et on ne peut pas tout à fait interpréter à 100%. Donc, juste pour terminer sur cette partie, si je veux généraliser le théorème de Sklar et la définition d'une copule, une façon de faire, c'est de généraliser la propriété caractéristique qu'on a vue tout à l'heure, utilisée comme définition. Donc de dire qu'une copule en dimension D, c'est une fonction de répartition marginale, une fonction de répartition jointe d'un certain DUP U1, U2, D, dont les marginales sont uniformes 0,1, restreintes à 0,1 puissance D. Et puis, on a le théorème de Sklar qui marche exactement pareil, sauf que c'est en dimension D. D'accord? Donc, quels que soient mes vecteurs, mon vecteur x1, xd, il va exister une copule telle que je vais pouvoir écrire la fonction de répartition jointe grand C de f1 de x1, f2 de x2, fd de xd. Et puis, je vais pouvoir déterminer la copule de la même manière qu'avant avec la formule bleue. Et la densité, quand elle existe, eh bien, le seul problème, c'est que je ne pourrais pas tracer le graphique, mais par contre, ça va se généraliser, c'est-à-dire que ça va être la dérivée dédienne croisée de la fonction C, et je vais avoir le même type de formule que ce que j'avais tout à l'heure pour la densité jointe de x1 et xd en fonction de la densité de copule et des fonctions de densité marginale. Alors, le truc qui ne marche pas bien,
puisque en assurance finance et en probastat, on n'aime pas se trouver en dimension 23. Donc, comme on n'aime pas se trouver en dimension 23, on a tendance à essayer de se ramener à la dimension 2 et à faire les choses séquentiellement. Donc, par exemple, si j'ai 3 risques, je pourrais me dire, ben voilà, je vais regarder la corrélation entre X et Y, je vais regarder la corrélation entre Y et Z, et je vais regarder la corrélation entre X et Z. Et une fois que j'ai étudié ces 3 corrélations bivariées, je vais chercher un modèle de dimension 3 qui va respecter ces corrélations bivariées. Eh bien, ce résultat qui est marqué là, il vous explique qu'en général, ça, ce n'est pas possible. Le seul cas qui est vraiment possible, c'est le cas gaussien. Mais en dehors du cas gaussien, c'est très très rare que ça marche. Et donc ça veut dire que si vous étudiez avec un package R ou Python la corrélation entre X et Y, entre Y et Z, X et Z, et que vous choisissez la meilleure copule en fonction de l'estimation par pseudo maximum de vraisemblance que vous allez faire, eh bien vous allez faire des petites erreurs d'estimation. Et le problème, c'est que quand vous allez essayer de retrouver un modèle de dimension 3 qui combine ces 3 modèles de dimension 2, eh bien, il n'y aura tout simplement aucune solution théorique. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun modèle pour lequel on pourra combiner ces 3 modèles de dimension 2. Donc il y a cette notion ici de compatibilité des marginales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, à part dans le cas gaussien, eh bien, en général, c'est difficile de regarder les risques 2 à 2. Donc, regardez les risques 2 par 2. Eh bien, il y a 2 méthodes. La méthode gaussienne, au prix d'une hypothèse très 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 forte, qui est que dans le monde gaussien, il suffit d'étudier les corrélations 2 à 2 pour avoir la structure de corrélation globale. Puisque un vecteur gaussien, il est défini par sa moyenne, son vecteur moyenne et sa matrice de variance covariance. Mais ça, c'est très 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 spécifique. Et donc là, l'hypothèse très forte. Et deuxième possibilité, eh bien, c'est ce qu'on appelle les vine copulas, les copules dites de vigne, dans lesquelles on va faire des sortes d'arbres. Et dans certains cas, on va essayer de rester en dimension 2 en permanence à chaque étape. Donc, du coup, là, on va avoir différentes étapes, mais évidemment, on va avoir beaucoup de choix possibles en termes de l'ordre des étapes et de la priorisation des variables, ce qui fait qu'on va avoir un risque de modèle assez important, parce que si on prend telle ou telle variable en premier, puis les autres après, ça peut changer beaucoup de choses par rapport à si on prenait une autre variable en premier dans notre stratégie. Donc ça, on va voir après la pause que ces sujets vont être couverts dans les sujets d'exposé et revus un petit peu plus en détail. Et donc ce sont des cas particuliers et ça explique que quand on est en dimension 20, 30, 40 en assurance finance, eh bien, on est obligé de se ramener à des familles connues, parce que sinon, eh bien, on a ce problème de compatibilité des marginales qui, c'est même pas que du coup, on va avoir du mal à estimer les paramètres d'un modèle plus général, c'est que tout simplement, il n'y aura aucun modèle théorique qui respectera les modèles 2 à 2 qu'on pourrait se donner en étudiant les corrélations par. Voilà, on va s'arrêter là, on fait une pause. Réfléchissez bien.